Vous avez vu ce soir, vous êtes posé un certain nombre de questions pour savoir qui nous étions. Vous nous connaissez un petit peu plus, pas tous, bien entendu. Et nous sommes des Monégasques comme vous, on s'est constitué petit à petit dans une équipe resserrée, déterminée, courageuse. On est dans un esprit comme dans une compétition sportive. Ça nous rend différents. Nous sommes des non-alignés, on a répété ce mot important, mais très symptomatique. Et entre nous, nous avons des débats francs, constants, permanents, n'est-ce pas, Bernard? Ce soir, 7 ont pris la parole, et vous aurez, je l'espère, pu constater la qualité de notre groupe. Les autres seront amenés très prochainement, notamment lors de notre première réunion publique ouverte à tous, le 12 novembre, dans moins de 3 semaines. Et à ce moment-là, les autres que vous n'avez pas entendus ce soir, et peut-être d'autres amis, dont un que vous avez entendu tout à l'heure, pourront s'exprimer, et vont s'exprimer. Je voudrais solennellement les remercier de leur travail, de leur énergie, de leur abnégation qui leur fait honneur, tous les jours, depuis maintenant 4 mois que nous nous sommes mis à la tâche. Mais il ne faut pas que nous nous laissions détourner de notre mission. Il nous faut nous concentrer sur les véritables enjeux et les fondements pour l'avenir de notre pays. Ça n'est un secret pour personne, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que nous sommes à la croisée des chemins. Mais nous avons confiance dans le bon sens des Monégasques et dans leur capacité à se mobiliser derrière une démarche solide et pérenne. Nous avons, nous vous l'avons expliqué, une démarche hors parti, parce que le concept d'homme politique professionnalisé n'a pas sa place à Monaco et ne l'aura jamais. Historiquement, il y a eu à Monaco un certain nombre de personnalités que vous avez connues, rencontrées, qui ont toujours systématiquement refusé les partis. Ces gens-là n'avaient pas besoin, eux, de cela pour se donner de la consistance, si vous voyez ce que je veux dire. Nous concentrons notre réflexion sur nos institutions qui sont en ce moment, vous l'avez vu, extrêmement malmenées. Et si nous soutenons la politique sociale avancée, bien sûr que nous la soutenons, nous avons immédiatement l'obligation et l'honnêteté de dire que ça n'est possible qu'avec des finances publiques équilibrées et des budgets vertueux. Nous sommes en train de nous en éloigner. Il faut revenir à ces équilibres, sans quoi rien ne sera possible. Les postures populistes ne nous intéressent pas, elles sont dévastatrices, nous l'avons vu, pour les équilibres du pays. Alors je vais vous parler un peu de vos finances, parce que ce sont vos finances, pas les finances publiques, ce sont aussi les vôtres. Nous sommes dotés en matière de finances publiques d'outils qui ont très très bien joué leur rôle pendant de nombreuses années et qui finalement aujourd'hui ne sont plus adaptés à nos besoins de financement. Ces outils ont fait leur temps, ils ont rendu de très bons, de très loyaux services, mais ils étaient fondés sur le principe que nous connaissons tous à la maison, le principe de la ménagère. Or aujourd'hui, ils sont dépassés. Il faut que vous sachiez que depuis 6 ans, les budgets de l'État sont structurellement déficitaires et ont accumulé des déficits cumulés de près de 300 millions d'euros. D'abord, on constate une progression constante de ces déficits, ce qui prouve que l'appareil public dépense plus qu'il ne gagne. C'est un premier constat alarmant. Le gouvernement, y compris dans ses récents projets qu'il va vous présenter lors du budget primitif 2008 et les autres, continue, si on peut le dire, de charger la barque. Il n'y a qu'à voir, effectivement, le programme d'équipement public pour les années à venir, il peut parfois donner le vertige. Je pense qu'il faut revenir au bon sens et à la mesure. À Monaco, on peut et on doit continuer son effort en équipement public. Mais on doit le faire avec un timing plus réaliste.
Le gouvernement doit et devra apprendre à arbitrer, à faire des choix, avant que les déficits ne soient irréversibles. À ce stade de la réflexion, on nous a reproché parfois dans nos lettres, la lettre 1, la 2, on a écouté un certain nombre de vos remarques, on nous a reproché de ne pas être assez concret, d'être un petit peu trop dans la réflexion. Mais il faut que vous compreniez que ni les écoles de nos enfants, ni les crèches, ni les infrastructures sociales diverses, ni le patrimoine domanial, culturel, ni les équipements, ni notre sécurité et l'image du pays également, rien n'est possible sans des budgets équilibrés, à terme. En effet, vous savez, nous avons un trésor de guerre qui est mis dans ce qu'on appelle le fameux fonds de réserve constitutionnel. Ce fonds de réserve, il a été créé par des gens relativement clairvoyants, intelligents, en 1964. Il a été créé parce qu'à l'époque, on faisait des bénéfices. Et on a accumulé ces bénéfices au sein du fonds de réserve constitutionnel. Juste une petite parenthèse. Dans ce fonds de réserve, il est constitué de 3 parties. C'est important que vous le sachiez. Il y a d'abord la partie immobilière, qui est constituée d'immeubles domaniaux en France, à Monaco, et certaines parties du domaine public et privé, ainsi qu'un certain nombre d'autres possessions. L'évaluation pour la partie immobilière est d'1,250 milliard d'euros. La deuxième partie de ce fonds est constituée de 600 000 actions de la SBM, inaliénables. Vous savez que la SBM a été nationalisée en 1964, et ces actions, comme vous le comprenez, qui valent aujourd'hui 700 € pièce, il y en a pour 420 millions d'euros, sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre. Elles ne peuvent pas être liquides, on ne peut donc pas les utiliser. La troisième partie de ce fonds de réserve est constituée par les fameuses liquidités. Ces liquidités aujourd'hui sont évaluées à peu près à 1,9 milliard d'euros et divisées en 3 parties. La première partie, il y a 30% d'actions.